Bonjour, chers étudiants. Nous allons maintenant en venir à ce thème, à ce sujet-là, le consensualisme. Nous avons commencé par parler du consensualisme dans l'introduction avant de l'aborder dans le développement. Nous avons commencé par dire que le contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes auquel la loi donne la force juridique en sanctionnant les engagements qu'il inclut. Donc le contrat est le phénomène juridique le plus marquant de cette fin du siècle. Le plus marquant de cette fin du siècle, hautement réservé à certaines personnes, à savoir les commerçants, il est progressivement étendu à de nouvelles catégories, à savoir les salariés, à savoir les entreprises, aujourd'hui à travers les ménages. Mais malgré le concours de la loi à la volonté exprimée par les partis, il faut considérer qu'une grande partie, une grande liberté est laissée aux partis de s'engager ou de ne pas s'engager, d'insérer dans leur accord toute stipulation à la condition qu'elle soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par ce biais, les partis sont aussi libres de déterminer la forme de leur contrat, la forme de la manifestation de leur volonté, ainsi la conclusion de leur contrat pour résulter de leur seule essence de consentement, d'où l'étude de notre sujet, le consensualisme. Le consensualisme ou principe du consensualisme implique que le contrat se forme dès le seul essence de consentement. En effet, le contrat est valablement formé dès le seul essence de leur volonté. Les parties sont libres de négocier le contenu de leur accord, les différentes clauses, les modalités d'exécution, voire les clauses d'extinction de leur contrat. Il suffit qu'elles manifestent leur volonté, il n'a pas besoin de support. Donc, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme dès le seul essence de consentement sans qu'il soit besoin de respecter une formalité particulière. Le simple essence de consentement suffit pour que le contrat soit valable, c'est-à-dire pour qu'il y ait la validité du contrat. Ce qui veut dire qu'ici, le contrat se forme dès la seule rencontre de l'offre et de l'acceptation. Par contre, il faut définir le contrat solennel par son opposé, à savoir le contrat solennel. Le contrat solennel, par contre, le contrat solennel, lorsque pour sa validité, il faut plus une formalité particulière, une formalité solennelle. On dit une condition ad validitatem, une condition ad solemnitatem. Par exemple, toute transaction immobilière doit faire l'objet d'un acte notarié à peine de nullité. La formalité requise ici est un acte authentique, un écrit. Mais cela aurait pu être un acte sous seing privé, cela aurait pu être également un témoignage ou bien n'importe quelle formalité. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que sans cette formalité, le contrat n'existe pas, le contrat n'est pas valable, il n'est pas valable, même si toutes les autres conditions sont remplies en réalité, même si toutes les autres conditions sont remplies. La forme du contrat, celui-ci peut être conclu tant à l'écrit qu'à l'oral, c'est-à-dire le contrat consensuel. Ainsi, en principe, la validité du contrat n'est aucunement, en tout cas, conditionnée par cet écrit. Il suffit que le consentement ait été échangé. C'est ce qui résulte de l'article 41 du Code des obligations civiles et commerciales. Aucune forme n'est requise pour la formation du contrat. Ce type de contrat renvoie au principe du consensualisme. Ici, les parties bénéficient d'une liberté dans la manifestation de leur volonté. C'est un contrat où les formalités sont inutiles. Donc, la formation de certains contrats, par contre, nécessite un écrit comme une condition de validité ou une remise antérieure, une condition de validité, par exemple. La forme renvoie ici à la rédaction d'un écrit avec signature, mention obligatoire, formalité de publicité. Pour certains contrats, il est obligatoire. Dans ce type de contrat, l'inobservation de formalité prévue, en plus, anéantit le contrat. C'est-à-dire que c'est dans les contrats solennels des mois. Donc, l'inobservation de cette formalité anéantit le contrat. Ainsi, la combinaison des termes définis renvoie à la liberté des parties de choisir entre le principe du consensualisme et les formalismes contractuels pour la conclusion de leur accord de volonté retiendrait mieux notre attention. Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment se manifeste le principe du consensualisme. L'étude de ce sujet présente un intérêt pratique dans la mesure où, en choisissant le consensualisme, les parties auront le bénéfice de conclure leur contrat le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans la célérité, dans la rapidité.
Cette technique contractuelle est très usitée dans le monde des affaires, mais il y a des inconvénients pour ce type de contrat du fait qu'il ne laisse aucune trace. Et en plus, on peut en méprendre de la partie de son engagement. On peut s'engager à la légère avec ce contrat-là. Par ailleurs, les formalités exigées pour la validité de certains contrats constituent en plus un instrument probatoire et de publicité. Il peut paraître difficile pour certaines parties de satisfaire difficilement l'accomplissement des parties, mais elles permettent en tout cas de protéger l'intérêt général. À l'analyse, la liberté contractuelle sur la manifestation de la volonté et sur la liberté de la preuve est limitée par l'exigence du formalisme de validité et celle de publicité. Pour mieux cerner notre sujet, il s'agira ici, en tout cas, d'étudier dans une première partie la liberté dans la manifestation du consentement et dans une deuxième partie, de voir les limites du consensualisme. Donc nous allons voir dans la première partie, intitulée Grand 1, la liberté dans la manifestation du consentement. La théorie de l'autonomie de la volonté implique que les parties, par leur volonté, décident de contracter. Ainsi, la volonté est une source et la mesure de l'obligation contractuelle. Ce principe appelle différentes observations. En effet, la conclusion du contrat est dominée par les principes de liberté. Et cela se traduit d'une part par la liberté contractuelle sur le fond et d'autre part la liberté de choisir la forme du contrat. S'agissant de la liberté contractuelle sur la forme, il est vrai qu'il se manifeste par l'absence de formalité particulière, entre parenthèses grand A, et de liberté de preuve du consentement, entre parenthèses grand B. Grand A, l'absence de formalité particulière, deux points, le consensualisme. L'absence de formalité particulière. Pour dire que dans le consensualisme, les formalités sont inutiles. Dans le système juridique sénégalais, le principe retenu en matière contractuelle est celui du consensualisme. L'expression de la volonté suffit à former le contrat, elle doit se manifester librement sans aucune condition de forme. Ainsi, le principe du consensualisme par opposition au formalisme n'est autre que celui de la liberté de forme. Par conséquent, les formalités sont en principe inutiles. La validité de ce dernier, c'est-à-dire de ce contrat, n'est aucunement soumise à une exigence formelle. C'est déjà dit. Deux remarques s'imposent ici. D'une part, lorsqu'un écrit est élaboré, il ne sert qu'à titre probatoire, nous l'avions dit. À titre probatoire, d'autre part, tout simplement, il faut dire que ce principe pouvant recevoir exception, il y a à cet effet des contrats dits solennels. Donc, au moment de la formation du contrat, les parties ont la liberté quasi absolue dans la manifestation de la volonté. Liberté qui se justifie par le principe du consensualisme, qui est un corollaire au principe de l'autonomie de la volonté. La plupart des règles contractuelles sont supplétives de la volonté des parties, en ce sens que les règles ne s'imposent pas, ne sont pas impératives, car les parties peuvent les écarter et se soumettre à leur propre volonté. Les parties peuvent aussi convenir dans certains types de contrats que le simple silence va équivaloir en consentement. Mais il convient de dire qu'en droit, le silence n'a aucune valeur juridique. Le silence en tant que tel n'a aucune valeur juridique. Il ne peut accéder en principe à la vie juridique, sauf lorsqu'il s'agit d'un silence éloquent, d'un silence bruissant de parole. Il y a en effet des hypothèses dans lesquelles le silence est circonstancié, à telle enseigne qu'on peut en déduire qu'il équivaut à une volonté exprimée. Cette hypothèse, il y en a deux qui sont d'origine légale. La première, c'est lorsqu'il existait entre les parties des relations d'affaires antérieures. Également lorsque c'est prévu par les usages. Donc, le principe de la force obligatoire du contrat, qui est une illustration du principe de l'autonomie de la volonté, où on peut en tout cas y trouver un double fondement, respect de la parole donnée, mais assurer la sécurité des transactions. Donc on peut dire en réalité que les parties s'expriment librement dans cette manifestation de la volonté, mais ce qui veut dire en réalité qu'il y a en tout cas cette souveraineté de la volonté, et cette souveraineté va même au niveau même de la liberté de la preuve. Grand B, donc la souveraineté de la volonté dans la liberté de la
du moins dans la preuve du consentement. Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme dès le seul essence de consentement, sans qu'il soit besoin de respecter une formalité particulière. Le simple essence de consentement suffit pour sa validité, c'est-à-dire pour la validité du contrat. Donc, les parties peuvent déterminer la forme de la manifestation de leur volonté. Ils peuvent décider de passer leur accord de volonté par un simple geste, par un silence, par un écrit. Il suffit que l'on puisse prouver cette formalité et cette preuve peut être rapportée par tout moyen, c'est-à-dire par la liberté de la preuve. Donc la liberté de la preuve veut dire que les parties sont libres de prouver leur accord de volonté par n'importe quel élément. Et dans le système juridique sénégalais, le principe retenu en matière contractuelle est celui du consensualisme. L'expression suffit à former le contrat et doit se manifester librement sans aucune condition de forme. Ainsi, le principe du consensualisme par opposition au formalisme n'est autre que celui de la liberté de forme. Donc les formalités sont inutiles, nous l'avions dit. Ici, les parties peuvent donc prouver leur consentement, peuvent donner leur consentement par écrit, peuvent donner leur consentement par geste, donc par n'importe quel, en tout cas, moyen, mais il faut uniquement que les parties parviennent à prouver l'existence de ce consentement-là. Contrairement dans les autres actes juridiques où il faut un acte authentique, ou bien un acte sous seing privé. Donc cette liberté des parties dans la manifestation de la volonté, il faut dire que c'est limité dans certains cas. C'est limité dans les contrats solennels, voire même dans les contrats réels. Nous allons voir les limites de l'autonomie du consensualisme. Voilà, j'ai tendance à parler de l'autonomie de la volonté, car le principe du consensualisme, en tout cas comme nous le savons tous, est un corollaire au principe de l'autonomie de la volonté en réalité. Donc, les limites du consensualisme. Le principe du consensualisme n'a pas une portée absolue, parce qu'il souffre de tempérament. Il y a des tempéraments, il y a des limites, d'où la nécessité d'étudier les hypothèses dans lesquelles une formalité particulière est une condition de validité du contrat. Mais également il peut arriver que le contrat soit subordonné à un formalisme d'efficacité. Grand A, l'existence d'une formalité comme condition de validité. Il s'agit des hypothèses dans lesquelles le consentement à lui seul est insuffisant pour la validité du contrat. Le formalisme de validité est à distinguer du formalisme de preuve, encore appelé de formalisme probatoire ou du formalisme de publicité. En effet, l'inobservation des formalités prévues en plus anéantit le contrat. Il s'agit principalement des contrats solennels et des contrats réels. Cela, en plus des instances de consentement, requiert l'accomplissement d'une formalité particulière. Le contrat solennel est donc une exception au principe du consensualisme, vraiment, dirait même une exception au contrat consensuel. Le contrat solennel est celui dont la validité est subordonnée à l'observation d'une certaine solennité, sans laquelle le contrat est nul, même si on a respecté toutes les autres conditions de fond prévues par l'article 47 du Code des obligations civiles et commerciales. Donc cette solennité peut prendre diverses formes. Ce peut être un témoignage, mais c'est bien souvent un écrit, ce qui peut être un acte sous seing privé, un acte authentique. Exemple, toute transaction immobilière doit faire l'objet d'un acte authentique à peine de nullité. Il s'agit incontestablement d'une atteinte au consensualisme, car la validité même du contrat est subordonnée au respect de formalités visées. Le contrat réel, qui se traduit par la remise effective d'une chose, est une autre. Autrement dit, le contrat est dit réel lorsqu'il est exigé pour sa validité la remise d'une chose. Par exemple, le contrat de dépôt. Dans ce cas, l'absence de remise équivaut à une absence de contrat. En revanche, il est d'autres formalités dont l'aspect n'entraîne pas un effet aussi énergique, c'est le formalisme d'efficacité. L'exigence du formalisme d'efficacité ou de publicité. Donc, il faut dire qu'il s'agit ici l'hypothèse où le contrat est assorti de certaines formalités différentes des formalités solennelles. Les formalités dont il s'agit tendent à préserver l'efficacité du contrat.
En d'autres termes, le contrat risque d'être inefficace si telles formalités ne sont pas respectées. Ces formalités d'efficacité sont variées, mais il est possible d'en retenir les deux principales. Il y a d'une part des formalités probatoires et d'autre part des formalités de publicité. Les formalités probatoires. Ces formalités sont des formalités exigées pour valoir instrument de preuve. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la loi impose une preuve préconstituée pour les actes juridiques dont l'objet dépasse 20 000 francs CFA. Lorsque cet écrit n'est pas dressé, cela ne veut pas dire que l'acte est nul, mais qu'en cas de contestation, celui à qui incombait la charge de la preuve risque de voir son droit inefficace. Faute de ne pouvoir en attester la réalité par écrit. L'écrit ainsi exigé est un simple instrument de preuve qui n'altère pas en son absence la substance de l'acte. Une deuxième formalité assure la publicité. Celle-ci est parfois nécessaire pour rendre l'acte opposable au tiers. On peut à titre d'exemple citer l'inscription de l'hypothèque sur le registre foncier. Voilà, chers étudiants, voilà le sujet sur le consensualisme.